Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et de se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. On dit de lui qu'il est l'un des plus grands noms du spectacle équestre. Nous l'avons vu se produire à de nombreuses reprises, admirant cette connexion qu'il a su créer avec sa troupe de chevaux blancs et noirs, imaginer et réaliser un spectacle somptueux, susciter l'émotion et la magie dans les yeux de son public. Jean-François Pignon. Cela fait des mois que nous essayons de provoquer cette rencontre afin de découvrir et comprendre la trajectoire de cette personnalité singulière. Nous sommes le 28 septembre 2024. Et hier soir, nous avons coché cette case de notre liste d'invités rêvés. Et quelle chance, encore une fois. Jean-François est arrivé aux écuries du Verduisant, où il se produira ce week-end, avec ses 13 chevaux. Et il a pris 1 heure pour nous raconter son histoire, nous parler de ce lien unique qu'il a su créer avec cet animal qu'il dit extraordinaire. Il nous a parlé de ses débuts jusqu'à nous raconter l'aventure qui a marqué sa vie, sa vision, son rapport à l'animal, ce documentaire en Patagonie chez Florent Pagny, 40 jours, 4 criolos et du silence. Après ça, nous avons eu la chance d'assister à la répétition de son spectacle, au cœur d'un champ, au coucher de soleil, dans lequel, d'un simple mouvement, Jean-François a établi une connexion immédiate avec son troupeau. Un moment suspendu que nous essaierons de vous transmettre en images. Nous tenons vraiment à remercier Jean-François pour son accueil chaleureux, pour sa générosité et pour le partage dont il a fait preuve avec nous. J'ai hâte que vous puissiez écouter cet épisode. Mais j'ai encore une chose à vous dire. Jean-François Pignon est actuellement en tournée durant les 15 prochains jours dans la France entière. Vichy, Carhaix, Rennes, Caen, Paris, pour finir à Lyon. Alors si vous décidez d'aller le voir suite à l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Et pour ma part, je viens de regarder la bande-annonce de ce documentaire et je crois que je sais désormais ce que je vais faire de ce samedi après-midi. Allez, c'est parti et bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Jean-François Pignon, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Ça fait un moment pour tout vous dire que on avait... Vous me courez après ouais, presque. Non, on vous avait pas encore sollicité, mais on avait votre nom sur la liste. On rencontre pas beaucoup de cavaliers de spectacle. C'est un peu moins notre cœur, on va dire, dans le média. Mais on en a rencontré quelques-uns. C'est toujours très intéressant, notamment de pouvoir tisser aussi un lien entre ce qu'on peut voir dans le monde du sport et ce qu'on peut voir dans d'autres secteurs, dans d'autres filières. Aujourd'hui, on va parler de vous, on va parler de votre histoire, même des tout débuts de cette histoire, de comment vous avez vraiment rencontré le cheval, comment vous avez commencé votre carrière. Vous nous l'avez dit à l'instant qu'il y avait eu quelques étapes, quand même quelques chapitres. Est-ce que vous pourriez peut-être... je ne vais pas finalement spoiler et dire dans l'introduction quels ont été les grands chapitres de votre parcours équestre, parce que je pense que vous allez pouvoir vous-même, et peut-être même en nous étonnant, nous dire quelles ont été pour vous les étapes qui ont été primordiales dans votre trajectoire. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par répondre à une question qui est absolument la plus simple et souvent la plus compliquée. Jean-François Pignon, qui êtes-vous ? Eh ben, un homme de 55 ans qui, j'irais en grande partie, s'est éclaté toute sa vie, et notamment auprès des chevaux. Voilà, alors j'ai eu en effet des grands changements, mais je dirais presque bouleversants, en tout cas pour moi évidemment, mais aussi pour ma famille, notamment quand je me suis converti à Dieu. Moi qui trouvais que les gens qui croyaient en Dieu étaient je vais essayer de peser mes mots, étaient des faibles.
Et je me disais, en fait, ils croient en Dieu parce que ça les rassure de croire en la vie éternelle, en une vie après la mort et tout ça, tout simplement parce qu'ils ont peur de la mort. Et moi, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment eu peur. Je l'ai frôlé un petit peu dans ma vie, pas si souvent que ça, mais quand même, je dirais 3 fois dans mes souvenirs. Et mais voilà, le fait d'être croyant aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que moi qui pensais que les gens étaient faibles de croire en Dieu, ben, je me suis jamais senti aussi fort. Parce que justement, je me dis que je suis qu'un petit bonhomme de pas grand-chose et puis que si je peux avancer, c'est pas tout repose pas sur mes épaules. Donc voilà, ça m'a permis des lâcher prise, des choses comme ça qui font toujours beaucoup de bien. Merci Jean-François pour cette petite introduction de vous. Si je dois un petit peu résumer tout ce qu'on a lu sur vous avant de venir aujourd'hui, vous êtes l'un des plus grands noms du spectacle équestre aujourd'hui. L'année dernière, vous avez sorti votre film 40 jours, 4 criolos et du silence, un documentaire qui a été tourné chez Florent Pagny en Patagonie. Vous vous êtes illustré dans le monde entier, sur tous les continents, en marge des plus belles compétitions du monde aussi. Vous avez fait rêver le public. Mais tout ça, ça a un début. Et alors, on l'a beaucoup lu, on a beaucoup entendu parler de cette jument qui s'appelle Gazelle. Mais j'aimerais qu'avec vos mots, vous nous racontiez votre histoire. Comment est-ce que vous avez fait la rencontre du cheval et comment, en fait, tout ça a commencé ? Alors, c'était en 1800. Non, c'est vrai que ça nous ramène très loin en arrière. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je raconte cette histoire parce qu'elle est un petit peu étonnante. D'abord, on a commencé, alors je dis on parce qu'on était une fratrie de 3 frères et qui sont nés à 1 an et demi d'intervalle. Donc on a le premier qui est Thierry, le deuxième qui est Frédéric qui fait le métier que je fais et puis moi en 3e. Et c'est vrai que, bon, après il y a eu Marie-Laure et Mathieu qui nous a quittés malheureusement. Mais voilà, ça c'était le petit trio de tête, on va dire. Et on a finalement commencé le cheval avec des moutons. Mieux que les chèvres d'ailleurs, parce qu'il y avait les deux, mais au choix, je préconise le mouton parce qu'il est plus porteur. Et voilà, on s'est payé des parties de fou rire, des choses comme ça, où on montait sur ces animaux qui nous demandaient rien et qui partaient en vrille souvent. Et voilà, on a commencé par apprendre à tomber, je dirais, avant même de monter sur le mouton. Et puis forcément, avec toute évidence, quand le cheval est arrivé dans la famille Pignon, alors moi j'avais 9 ans, j'ai commencé, je dirais, à monter à mouton à 7 ans, et puis 2 ans après, il y a les chevaux qui sont arrivés. Alors dans un premier temps, Choupette, une jument qui était voilà, déjà dressée et tout ça. Et puis, comme on s'est vite intéressé, les enfants, à cette jument, et puis qu'on passait quand même du temps... notre père qui a vu ça, lui s'est dit on va vite rentrer d'autres chevaux. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la famille Pignon était très modeste et je sais pas combien ça fait en euros aujourd'hui, mais c'était 5000 francs à peu près par mois pour 5 gamins, tout ça. Donc c'était quand même voilà, on roulait pas sur l'or comme on peut dire. Mais bon, mon père a quand même investi. Alors Gazelle, c'est pareil, je crois qu'il l'avait acheté 800 francs. Donc encore une fois, il faudrait le convertir en euros, mais ça fait pas grand-chose. Mais et voilà, et Gazelle est rapidement arrivé après, parce qu'on a eu aussi notre maîtresse d'école, je précise, qui avait une ponette et qui s'appelait elle Étoile. Enfin voilà, et vite ça fait un petit trio de chevaux. Il y avait Choupette, il y avait après donc Gazelle qui est arrivée à la maison. Alors elle est arrivée, elle avait 18 mois et elle était très faible en fait. Elle était en malnutrition, donc vraiment, je me rappelle, on avait essayé de la faire galoper, elle savait même pas. Je crois qu'elle a vécu pas mal de temps dans une écurie aussi avec d'autres chevaux. Enfin bon, elle était prévue pour la boucherie à l'origine. Et puis voilà, mon père a acheté cette jument chez un maquignon en fait. Et puis il y avait des chevaux en liberté partout dans cette écurie. Puis elle est venue me souffler dans le cou. Et j'avoue que c'était, même encore aujourd'hui, quand j'en parle, je me rappelle des frissons que ça m'a fait parcourir dans tout le corps. Alors qu'il faut savoir qu'à l'origine, quand Choupette est arrivé à la maison, là je fais un petit flashback, mais j'étais fasciné par cet animal, mais il m'impressionnait quand même. Forcément, par rapport à un mouton, c'était quand même autre chose. Donc voilà. Et quand cette gazelle, ce jour-là, est venue plonger son souffle dans mon cou,
Ça m'a donné des frissons. Et puis, je savais pas que mon père allait l'acheter, en fait. Et comme il devait acheter justement cette même maîtresse qui nous prêtait sa poinette, elle voulait un cheval, il y allait pour choisir un cheval à ce moment-là. Donc, bon, d'un seul coup, on s'est dit que... Enfin, il s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de prendre les deux. Et moi, j'étais pas au courant. Et c'est vrai que ça a été ma surprise quand j'ai vu arriver le camion du marchand de chevaux et puis débarquer Gazelle, quoi. Et je l'ai reconnu tout de suite et j'ai regardé mon père. J'ai dit, mais pourquoi il y en a deux? Et il me dit, bah, écoute, on la prend à l'essai, on verra. Et puis moi, j'en suis tombé tout de suite amoureux. Et mon père, en fait, au Noël qui a suivi, il me l'a offert. Et j'aime à dire que ça reste le plus beau cadeau de ma vie. Alors évidemment, il y a la naissance de mes enfants plus tard qui ont été des vrais cadeaux de vie. Mais ça a été, je dirais, le cadeau comme un présent, quoi. Parce que les enfants, bah, c'est les miens tout naturellement, mais cette jument, elle n'était pas prévue forcément pour moi. Et voilà. Et comme ça a commencé cette grande histoire d'amour, je dirais. Alors après, pour être honnête, je pense que je l'aimais plus que elle, ce qu'elle m'aimait. Parce que je lui en ai tellement fait voir de toutes les couleurs. Puis j'étais quand même un petit moitié hyperactif et puis quand même un peu colérique. Donc quand ça allait pas, bah ça allait pas. Et donc ouais, je pense qu'elle a quand même, comme on dit, essuyé les plâtres de tous mes débuts et mes déboires. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans ce début de vie, le contact du cheval et la collaboration que vous avez entreprise assez rapidement finalement avec les chevaux? Ah bah alors moi, là, ça a été mon premier, je dirais, mon premier virage dans ma vie. C'est que moi, j'étais introverti, en fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le croire aujourd'hui parce que je donne des stages et tout ça, puis ça ne me dérange pas de prendre la parole, même à la télé ou des choses comme ça. Mais à l'époque, j'étais vraiment introverti et puis pas forcément à l'aise, justement, avec mes deux frères qui réussissaient mieux à l'école, mieux en dessin, mieux en plein de choses. Et puis moi, j'étais là, pas forcément à l'aise dans cette place-là. Et quand mon père m'a donné Gazelle, déjà, ça a été... bon, j'ai jamais douté de l'amour de mes parents, hein, mais c'était déjà... ouais, j'ai trouvé que c'était incroyable qu'ils puissent me donner ce cheval-là comme ça. Et puis moi, ça m'a, en fait... rassuré quelque part dans ma place dans ce monde, parce que quand j'ai commencé à faire du dressage avec Gazelle, parce que tout de suite en fait j'ai été attiré par faire comme je faisais pour les moutons en fait, et je me rappelle là c'était vraiment les tout débuts, mon apprentissage avec les moutons, c'était je prenais un petit agneau, alors il fallait pas que je le prenne trop jeune ni trop vieux, il y avait un petit âge qui correspondait assez bien et je passais mon temps après l'école à essayer ce truc-là, c'était d'avoir un agneau qui me suive. Alors c'est marrant parce que j'avais la possibilité de le faire avec un chien et un chat à la ferme, mais ce qui m'intéressait c'était l'agneau et je l'attrapais par la patte arrière, alors il se débattait et puis quand il arrêtait de se débattre, je le lâchais. Et en général, là, il essayait de partir. Alors, je le rattrapais par la patte arrière. Il se débattait à nouveau. Et ce petit jeu jusqu'à ce que le mouton, quelque part, lâche l'affaire et puis qu'il reste stable. Et quand il restait stable, je me levais et j'imitais la mère et j'avançais devant le mouton comme ça. Alors bon, j'ai pas inventé la poudre hein, parce qu'on dit suivre comme un mouton. Donc, le phénomène était sans doute pas qu'une légende. Mais ça marchait super bien. Et je me rappelle, bon voilà, il fallait que je choisisse quand même l'âge, il fallait que je me lève pas trop tôt, il fallait que je sois patient. Et ça a été mes premiers débuts, je dirais, de travail en liberté. Parce que souvent, quand les journalistes me demandaient au début de ma carrière, ben, j'avais le réflexe de revenir sur Gazelle. Mais en fait, avant Gazelle, il y avait déjà cette envie de me faire suivre par cet animal qui n'était pas forcément avec cette envie-là. Donc évidemment, quand Gazelle... j'ai commencé à vouloir m'amuser avec, bah, j'ai oublié le phénomène de lui attraper la patte arrière, ça assez logiquement je dirais, j'ai même pas essayé. Mais par contre, j'avais cette envie et cet espoir de faire venir cet animal qui normalement n'était pas vraiment fait pour me suivre. Donc voilà, ça a été les premiers tout débuts. Alors après ça, justement, est-ce que vous pouvez nous parler des grandes étapes et peut-être même aussi, j'imagine qu'il y a dû avoir des personnes qui vous ont inspiré et desquelles vous avez suivi peut-être le chemin pour en arriver là aujourd'hui? Alors il n'y a qu'une personne qui m'a inspiré, c'est mon père. Et alors que j'avoue qu'aujourd'hui,
Je trouvais que c'était un peu dur à l'époque. Mais mon père, c'était un gars de la ferme qui avait travaillé avec les chevaux de labour et tout ça. Et il avait quelque part cette envie de monter à cru déjà, des choses comme ça. Alors, il aimait bien nous raconter cette histoire où il ramenait, je crois que c'était Étoile, une jument une jument de trait, quoi, et qui ramenait des champs, et il avait en toute confiance les mains dans les poches. Et puis la jument a trébuché et il est tombé les mains dans les poches. Donc il s'était arraché toute la peau de la figure et sa mère était affolée en le voyant arriver en sang. Voilà, ça c'est une histoire qu'il nous a racontée quelques fois. Et donc on sent que déjà lui, il avait cette envie de un petit peu de liberté, de choses comme ça. Et en fait, je pense que là où... alors moi je le remercie pour deux choses, c'est parce que lui, il nous a toujours montré qu'il fallait nous faire respecter. Et d'ailleurs, on a eu une petite histoire quand même assez choquante pour nous enfants, parce qu'on avait créé des liens avec un petit agneau et qui s'appelait Pichoun. Et puis ce Pichoun, on lui a laissé faire un peu n'importe quoi, et puis on jouait avec. Alors quand il était petit, c'était rigolo. Et puis un jour, il nous a chargés. Parce qu'il y avait des brebis en chaleur et puis lui, il était entier. Et donc, il n'était pas d'accord qu'on le sépare. Et ce jour-là, quand il a eu cette maturité, nous, on s'est rendu compte qu'on avait fait n'importe quoi. Et le n'importe quoi, c'était ce que je vois très souvent dans le milieu du cheval, c'est le manque du respect. Alors, que nous, on respecte les animaux, ça, je dirais que c'est le minimum, mais il faut que les animaux nous respectent aussi, sinon on n'avance à rien et puis on ne peut rien demander à un animal qui ne te respecte pas. Comme je donne comme exemple en stage, demande à un enfant qui ne te respecte pas et qui te tire la langue de ranger sa chambre, c'est juste pas possible, quoi. Et avec les animaux, c'est pareil. Et ce phénomène qui s'est passé avec Pichoun, moi je me rappelle encore comme si c'était hier, alors que c'était avant-hier. Et c'est vrai que là, mon père m'a donné une belle leçon, parce que d'abord, le Pichoun, il a fini à l'abattoir, je crois, et moi je l'ai su. Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça avec mon frangin Frédéric, et qui lui pensait pas qu'il était parti à l'abattoir. Mais je dis mais si, Pichoun, il est parti là parce que nous on en a fait un bélier pas contrôlable. Et moi, je me suis toujours dit qu'on avait une part de responsabilité là-dedans. Et ça m'a toujours, évidemment, marqué, quoi. Donc, d'avoir un peu, quelque part, la mort sur ma conscience de cet animal, je me suis dit, bon, plus jamais. Plus jamais. Et le respect, ça doit être la base. Parce que c'est vrai que voilà, ça aurait évité ce jour-là des choses... Enfin, cette fin un peu tragique pour cet animal. Et là où je remercie mon père, encore une fois, enfin mes parents en règle générale, parce que moi j'étais un peu plus proche de mon père dans le travail des animaux et de la ferme, parce que on était plus avec lui comme ça. Mais ce que ce qui me touche chez mes parents, c'est que ils nous ont laissé cette liberté en fait d'aller dans ce milieu-là. J'ai jamais entendu, par exemple, un des deux nous dire mais faire du spectacle, c'est pas un métier. Et on n'a jamais entendu un reproche là-dessus. Et c'est vrai que même, je dirais presque au contraire, on a été poussé là-dedans. Vous êtes passionné, allez-y. Et ça, c'était top. Et même mon père, qui connaissait quand même mieux les chevaux que moi, j'ai jamais vu non plus venir derrière moi et me dire fais pas comme ça avec ta jument. Et ça a toujours été, je dirais, très confortable, parce que mon père faisait pas de liberté. Et de partir comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est que quelque part, avec le recul, je me rendais pas compte à l'époque, mais quelque part, j'ai inventé une discipline qui aujourd'hui s'appelle le travail en liberté. Et on en voit maintenant, avoir quelqu'un qui se fait suivre par un cheval aujourd'hui, ça étonne plus personne. À l'époque, je me faisais traiter de sorcier par les paysans d'à côté, quoi, qui disaient mais t'arrives à coucher ton cheval avec une petite baguette comme ça, et puis le cheval est en liberté, quoi. Ça sortait un petit peu de... Bon, je vous ramène là dans les années 70, hein. Mais quand même fin des années 70. Vous disiez que votre père était peut-être un peu dur avec maintenant le regard et le recul que vous en avez. Quel homme de cheval est-ce que vous étiez à l'époque et quel homme de cheval est-ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à mesurer, à observer un peu votre évolution même au contact du cheval? Ah oui, et je l'ai très bien mesuré, surtout en Patagonie,
où là, j'ai pris une grande claque dans la tête parce que j'arrive quand même là-bas avec 40 ans d'expérience et ma femme me disait, mais je connais pas un professionnel comme toi qui se remet en question tous les jours. Moi, quand je reviens d'un entraînement avec mes chevaux, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Je me dis pas, c'était génial, l'entraînement s'est bien déroulé. J'ai dit, tiens, à quel moment j'aurais pu être plus subtil parce que je me suis rendu compte toute ma vie que les chevaux étaient subtils, bien plus que nous. Mais là, quand j'arrive en Patagonie, j'arrive avec 40 ans de recherche à faire mieux chaque jour et j'arrive là-bas et je me dis que je suis nul. Et c'est une drôle de sensation quand même parce que moi, j'y allais justement parce que je sentais que je pouvais avoir des lacunes et je me suis dit quelle est la situation la meilleure pour moi d'apprendre à être mieux connecté avec les chevaux. C'est des chevaux qui n'ont rien à faire de moi et qui sont, là en l'occurrence, c'était sur 25 000 hectares. Donc, comme dit Florent, il dit, moi, il n'y a pas de souci, je te les mets là si tu veux, mais il me faudra une balise Argos pour te retrouver le soir. Ça, on le voit dans la bande-annonce. Et c'était génial qu'il me sorte cette phrase parce que du coup, le décor est planté. On n'a pas besoin de dire qu'on est sur 25 000 hectares. Mais voilà. Mais c'était une aventure. Je dirais que c'est l'aventure de ma vie quand même. Parce que quand tu penses connaître un animal et que tu arrives là-bas, alors je ne l'ai pas découvert non plus, mais j'ai quand même réalisé que nous, les êtres humains, on fait vite n'importe quoi avec ces animaux qui sont d'une sensibilité et d'une subtilité à l'extrême, je dirais, et qui sont capables de ressentir nos sensations. Et il s'est passé des choses affolantes. Et d'ailleurs, tellement que quand les gens voyaient le documentaire, ils avaient envie, il y en a pas mal qui m'ont dit, on aurait bien aimé être dans tes petits bagages et puis être là derrière sans faire de bruit et observer. Et du coup est née cette envie de faire venir ces gens-là qui sont très motivés. Il faut qu'ils le soient parce que le billet est aux alentours de 10 000 € quand même pour cette expérience. Et avec Florent, on a mis en place une date au mois de février là, qui arrive et où on va amener un groupe de personnes, justement, si vous voulez vivre cette aventure. Alors, je vais essayer de leur faire vivre l'aventure que j'ai vécue moi pendant 40 jours. Et comme je dirais, je connais un petit peu mieux les raccourcis maintenant, de le faire en 10 jours plutôt que 40, quoi. Mais c'est le but. Alors, Jean-François, j'ai une question quand même, parce que vous nous avez raconté votre enfance, le premier contact avec le mouton, le cheval, etc., jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des plus grands de votre métier, de votre milieu. Mais finalement, comment est-ce qu'on apprend à lire un cheval? Comment est-ce qu'on apprend à le comprendre aussi précisément et le communiquer avec lui comme vous le faites? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de petits trucs en plus de dons, alors pas forcément de dons, mais en tout cas une sensibilité, une sensation qui fait que ça vous donne des facilités? C'est marrant parce qu'on a eu une journaliste qui nous a posé la question via des personnes, justement. Elle avait fait une petite sélection de questions qui étaient posées par le public, et notamment cette question qui est quelque part, est-ce qu'il faut un don pour y arriver ou pas? Alors moi, j'ai eu des extrêmes belles histoires, notamment chez mes stagiaires, qui des fois sont arrivés... j'ai encore un exemple d'une petite mamie qui était là et qui était tellement à côté de la plaque tout le temps. Et un jour, elle a réussi. Alors que moi, le premier, j'aurais pas parié cher. Et ça, c'est une super belle histoire parce que je trouve qu'en fait, doué ou pas doué, et il y a d'autres histoires comme ça avec Senna et Prost, où il paraît que Senna avait un vrai don et Prost était un vrai travailleur. Et puis finalement, ils étaient au même niveau. Et je pense que c'est ça qui est rempli d'espoir pour toutes les personnes qui nous écoutent, et de dire, en fait, pour moi, mieux que d'être doué ou pas, il faut être très motivé et avoir du temps à consacrer. C'est sûr que si tu n'es que motivé, ça ne marchera pas. Et si tu n'as que du temps à consacrer et puis que tu y vas toujours un peu en marche arrière, ça ne marchera pas non plus. Mais communiquer avec un animal, avec le cheval, je trouve qu'il faut déjà accepter de se dire que nous, on n'a pas les bons codes. Quand on rentre dans le monde animal, trop souvent, l'être humain arrive avec ses codes
Et je trouve ça tellement dommage parce que on a bien compris qu'un cheval, c'est pas un être humain. Donc, je trouve qu'il est important d'y aller, de l'observer. Et moi, j'ai pas pu faire autrement que de les observer justement en Patagonie où ils se laissaient jamais approcher. Et je me disais, bon, après tout, qu'est-ce qui leur va? Pourquoi ils sont attirés? Si j'étais un autre cheval, il serait attiré par moi. Là, le fait que je sois un être humain, je le suis pas. Donc, est-ce que je peux adopter plus évidemment, je ne vais pas me mettre à marcher à quatre pattes et apprendre à baisser les oreilles parce que ça, je pense que ça aurait été difficile. Mais il y a quand même un espèce de langage à respecter, des codes à respecter. Et je trouve que souvent, les gens disent qu'ils aiment leurs chevaux. Et c'est marrant parce que sur la route, je me suis dit, tiens, demain, je vais commencer le stage avec ça, avec cette question. Qu'est-ce que pour vous, vos chevaux aiment? Et j'attends avec impatience de... Là, je fais comme avec mon histoire en Patagonie. J'ai toujours soif d'apprendre, même avec les stagiaires. Et grâce à Dieu, je suis tombé amoureux des chevaux, mais des gens aussi. Alors qu'avant, je ne sais plus comment elle dit cette phrase-là, mais plus je connais les êtres humains, mieux j'aime les animaux. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que d'abord, j'ai tellement appris en Patagonie, notamment comment arriver à venir en harmonie avec le cheval. Et je me suis posé cette question et je l'avais glissée dans une prière et j'ai reçu la réponse, on commence par être en harmonie avec soi-même. Et ça paraît tellement évident. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mon cheminement avec Dieu me fait toujours sourire parce que j'ai toujours des réponses évidentes en fait. Mais c'est vrai, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, comment tu vas avoir la prétention d'être en harmonie avec un animal qui a des codes complètement différents, tout ça. Donc toi, il faut vraiment que tu t'alignes avec toi-même. Et je pense que de ne pas être aligné avec les êtres humains, on parlait des petits trucs en plus pour communiquer avec les chevaux, je pense qu'il faut déjà communiquer et être en amour avec son voisin, avec sa famille. Et moi, je sais très bien, parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais en guerre avec mon frangin, c'est pas là où j'ai été le plus proche de mes chevaux. Alors oui, je les ai dressés, je continue à faire du spectacle, mais pour être honnête aujourd'hui, je faisais que du dressage. Et là, depuis la Patagonie, j'ai pris conscience combien le relationnel était super important. Et nous, les êtres humains, on nous met un cheval dans les pattes et tout de suite, on veut lui faire exécuter des exercices, reculer, chasser des hanches, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, après cette Patagonie, je me dis, mais moi, je me suis trompé dans mon chemin. On doit commencer à mettre en place la relation avant quoi que ce soit comme demande d'exercice. Et ça, c'est vraiment le thème des stages aujourd'hui. On passe la première journée au moins à essayer d'être en relationnel et de lire notre cheval et de voir s'il est bien avec nous ou pas. Vous parliez de ces codes qu'on ne partage pas forcément avec le cheval. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin, verbaliser un peu votre pensée? C'est quoi typiquement les codes fondamentaux d'un cheval que les humains ont du mal à comprendre, à respecter ou même à deviner? Alors, pour approfondir, c'est pas difficile pour moi parce que je le fais dans tous les stages et j'aime vraiment m'appliquer à essayer de donner tout ce que j'ai tiré moi comme enseignement des chevaux, de la vie et tout ça. Et c'est simple. On peut commencer par le bonjour. Nous déjà, dans nos codes, le bonjour, il est amical. Et chez les chevaux, il a pas du tout d'amicalité. Il est là pour mettre en place la hiérarchie. Alors c'est tout sauf amical. Et déjà, on se rend compte que dès les premiers contacts, on se trompe. Parce que nous, on arrive, on pose la main sur le cheval. Est-ce qu'un cheval se permet de toucher l'autre cheval avant qu'il y ait un minimum de complicité? La réponse est non. Et souvent, la réponse est non par rapport à nous, ce qu'on fait avec nos animaux. Et par exemple, la notion de cadeau chez les chevaux n'existe pas. Et nous, on leur donne des caresses, des carottes, des choses comme ça. Et on ne peut pas s'imaginer en fait que le cheval puisse s'y retrouver s'il répond à nos demandes sans avoir de récompense derrière. Mais étant donné que la récompense n'existe pas dans leur monde, on va inventer un truc. Alors, il y a un truc qui fonctionne, ça s'appelle le dressage, c'est confort, inconfort. Voilà, alors après, on peut essayer de noyer le poisson en parlant de renforcement positif et tout ça. Et là, des fois, ça me fait un petit peu sourire parce que pour moi, justement, j'aime bien appeler un chat un chat. Et il y a beaucoup de gens qui sont gênés par le mot dominant, dominé.
Mais le monde animal, c'est ça, hein. Surtout celui des chevaux. En tout cas, j'ai pas fait le tour du monde animal, mais chez le cheval, c'est un animal assez basique et on a cette hiérarchie qui est en place. Eh ben, si toi, t'es pas numéro 1, eh ben, t'es personne. Parce qu'il n'y a pas un numéro 2 qui peut exiger quelque chose du numéro 1. Alors, on a la grande chance et le gros avantage d'être créé dominant naturellement sur les animaux. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de ça. Par exemple, je ne sais pas si chez vous, vous avez conscience qu'on est dominant sur les animaux? Vous êtes déjà posé la question? Moi, j'ai le sentiment, alors plutôt sur les chiens, mais enfin d'une manière générale, mais j'ai le sentiment que j'ai croisé des humains qui ont vraiment du mal à avoir cette assertivité avec les animaux, et à l'inverse, j'ai croisé plein d'êtres humains qui vont être capables de l'avoir dans quasiment tous les contextes, avec tous les animaux, même des animaux avec lesquels ils ont jamais été en interaction. Ça, c'est juste en fait la conviction de l'être ou pas. Et je remarque que justement avec cet animal qui est tellement subtil, c'est qu'en fait, tu peux rien lui cacher. Alors, j'aime à dire que le cheval, c'est pas l'animal le plus intelligent sur Terre, hein. On voit que ça reste un herbivore. Moi, je suis désolé, je vais pas chercher chez mon cheval sa qualité au niveau intellectuel parce que je me rends compte, hein, comme je dis dans les stages, un cheval qui renverse son seau tous les soirs et puis tous les matins il a soif, ça fait 10 ans que ça dure. C'est pas forcément un grand signe d'intelligence, mais peu importe, le cheval c'est à l'instant T. Par contre, là où moi je lui arrive pas à la cheville, c'est justement au niveau de la subtilité et au niveau capable de détecter toutes nos émotions, toutes nos choses comme ça, toutes nos convictions. Et moi je suis persuadé, et d'ailleurs je le vois en stage, quand la personne à un moment est convaincue qu'elle est capable de le faire, eh ben elle y arrive. Et c'est instantané en fait. Et c'est ça qui est génial avec les chevaux notamment, c'est que tu vas changer ton attitude du jour au lendemain, mais lui, il va accepter ça. Je ne sais pas s'il y a un animal plus dévoué que cet animal-là. Il est justement tellement dévoué il est prêt à faire du bénévolat. T'as pas besoin de le récompenser avec des choses humaines. Parce que lui, cette notion de confort-inconfort, il peut aller dedans, il n'y a pas de souci. Il peut la comprendre, mais ce n'est pas ses codes. Et je trouve que si on est à même de se poser la question, est-ce que j'aime vraiment mon cheval? Quand tu aimes vraiment une personne, tu lui offres un truc qu'elle aime et non pas que toi, tu aimes. J'avais dit à un jeune garçon qui avait du mal dans le stage à lâcher cette affaire. Je dis, écoute, je te propose 2 sucettes, une à l'orange et une au citron. Tu prendrais laquelle, toi? Il me dit, moi, je préfère l'orange. Je dis, tu sais quoi? Si je suis sympa avec toi, le prochain coup, je t'amène la sucette à l'orange. Et le problème, c'est que nous, par exemple, on caresse les chevaux à tout bout de champ. Et le nombre de fois où je vois le cheval qui est gêné par cette caresse, et les gens qui ont tellement mécanisé ce geste et qui sont tellement persuadés qu'ils aiment, parce que nous, on aime, et ben voilà. Et ça, c'est les premières erreurs. Alors là où il est extraordinaire, le cheval, c'est qu'il peut se faire à toutes nos maladresses. Et la preuve, c'est que avant Jean-François Pignon, les gens avec leurs chevaux, ça se passait très bien. Ça se passait. Des fois, justement, ça clash un peu. Et c'est là où cet animal est tellement dévoué, tout ça, que en fait, tant que tu ne dépasses pas les limites, si tu as un cheval qui ne te respecte pas, mais à qui tu ne demandes rien, ça se passe plutôt bien. Mais le problème, c'est que si tu commences à exiger, alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a tellement, nous, une domination naturelle sur les animaux, mais notamment le cheval, que du coup, on peut faire des maladresses. Ça marche quand même. Et ça me fait sourire parce que quelque part, je me dis, bon, ce ne serait pas l'idéal, mais en même temps, on ne va pas se plaindre. Et moi, le premier, combien de maladresses et combien de maladresses je fais encore, hein, je ne suis pas obligé de le mettre au passé. Hein. Malheureusement, je suis sûr que si on donnait le micro à mes chevaux, ils diraient, Jean-François, vous dites qu'il est un des plus grands, tout ça, mais franchement, nous, on trouve qu'il a un gros accent encore, hein, et il ne parle pas vraiment un cheval encore, quoi. Donc voilà, et ça me plaît parce que j'ai l'impression que j'aurai à apprendre toute ma vie, mais sur les chevaux comme sur les êtres humains. Alors justement, sans dévoiler trop à nos auditeurs ce que vous faites au cœur de vos stages et avec les gens qui seront là notamment demain, ce week-end aux écuries du Verduisant, quelles sont les premières choses que vous allez observer et mettre en place chez un stagiaire que vous allez voir avec son cheval de prime abord? C'est tout de suite cette notion de respect. Ça, et je sais que tant qu'on n'aura pas ça de clairement établi dans la tête du cavalier, mais surtout dans la tête du cheval, ça ne sert à rien d'aller plus loin en fait. Donc on commence par dire bonjour à nos chevaux,
mais pas un bonjour tel qu'un être humain pourrait le faire, mais un bonjour comme un cheval le ferait à un autre. Et d'ailleurs, je vois, je pense que dans la tête de pas mal de chevaux, quand ils me voient arriver et prendre la longe, les chevaux se disent « Oh purée, encore un être humain et toutes ses maladresses ». Alors comme je dis, je n'ai pas la prétention de dire que j'en fais plus, je suis sûr que j'en fais encore, mais j'essaye de m'appliquer et d'aller vraiment à être capable de dire à mon cheval que je suis fort, mais qu'est-ce que je l'aime. Parce que le problème, c'est que nous, les êtres humains, alors on est capable de faire des amalgames, et à côté de ça, on n'est pas capable d'être ferme et dans l'amour. Et bien souvent, on confond fermeté, du coup, avec brutalité. Parce que dès que la fermeté manque d'amour, c'est le début de la brutalité pour le cheval. Voilà, c'est des petites choses comme ça sur lesquelles on part demain d'entrée de jeu et de dire, ben voilà, et puis cette question que j'ai envie de leur poser, qu'est-ce que vous pensez que vos chevaux aiment réellement? Et de voir si on est capable, nous, dans notre analyse, parce que nous, on intellectualise tout, contrairement au cheval. Et déjà, ça fait une grande séparation de ces deux mondes, où nous, on va anticiper, on va envisager, on va mettre en place des choses pour le futur. Le cheval, rien à faire. On parlait du saut tout à l'heure, c'est bien ça son truc, c'est d'être à l'instant T. Mais par contre, il est profondément à l'instant T, avec toute cette possibilité de capter toutes tes convictions, toutes ces choses-là qui sont imperceptibles pour nous, les êtres humains. Tout à l'heure, vous parliez de vos stagiaires et vous preniez l'exemple d'une dame sur laquelle vous n'auriez absolument pas parié et qui finalement a réussi. Vous avez utilisé ce terme-là. Qu'est-ce que c'est pour vous réussir? À quel moment vous avez les feux au vert? Quels sont les indicateurs qui vous font savoir que ça y est, elle a réussi sa mission, en tout cas du jour? Eh bien, elle a réussi à dire à son cheval qu'elle était forte sans tension, en restant en complet amour. Et là, à partir de là, il y a des déclenchements de plein de choses qui se font. Et c'était vraiment Mais elle a mis quand même 3 stages avant de réussir à faire ce truc qui, sur le papier, paraît simple. Mais en fonction du passé aussi des gens, parce que j'ai parlé tout à l'heure de dominant-dominé. J'avoue que c'est des termes qui sont plus vraiment à la mode et de moins en moins. Les gens n'aiment pas entendre ces mots-là. Et quand je pose la question dans les stages, je suis assez surpris qu'en fait, il n'y a pas autant de gens qui sont... Il n'y en a pas tant que ça qui ont du mal avec cette connotation dominant, enfin pas connotation, mais nomination justement, dominant-dominé. Et je dirais que tant que tu n'es pas à l'aise avec ça, avec ton cheval, tu seras toujours à côté parce que autant toi, tu es mal à l'aise avec ça, mais autant lui, c'est une logique évidente. Dans un troupeau, on ne va pas dire que celui-là, on va l'appeler le leader pour aller dans le sens. Alors malgré tout, comme je suis rempli d'amour pour les êtres humains, ceux qui n'ont pas de capacité à mettre dominant, dominé clairement dans leur tête, déjà, c'est en règle générale par rapport à leur passé. J'ai remarqué ça souvent en discutant un peu après, mais là, je les prends un peu à part, parce que tu ne peux pas sortir des choses. Ça m'est déjà arrivé malheureusement de le faire. Psy gratuite. Ouais, non mais clairement, mais de le faire un peu maladroitement parce qu'en fait, moi je suis pas un psy, mais quand je vois les chevaux, c'est eux qui me disent exactement ce qu'est la personne quoi en fait. Donc du coup, je les prends un peu à part et je dis ben voilà là, tu vois, t'es peut-être arrivé des trucs dans ton enfance qui t'empêchent d'être à l'aise avec ça. Parce que je lui dis écoute. Entre nous, si tu prends du recul, un dominant qui est rempli d'amour, il ne fera jamais d'abus de pouvoir. Et le problème, encore une fois, c'est cette notion de l'amour. C'est qu'en fait, c'est comme on fait avec nos enfants. C'est quand on attend qu'ils dépassent les bornes pour agir et à un moment, on agit, on se met en colère. Alors que ce serait tellement mieux d'arriver avec un petit sourire en disant « Tu sais, si tu continues comme ça, je vais t'enlever ça que tu aimes vraiment faire pourtant. » Tu vois, et quand tu le mets dans ce calme-là, tu es beaucoup plus crédible aussi, parce que sous l'effet de la colère, les enfants, après, prennent l'habitude aussi de rentrer un peu la tête dans les épaules le temps que la colère passe, et puis après, ils savent que ça ne tient pas, quoi. Donc voilà, c'est cette notion d'être capable, et c'est vrai que nous, on ne sait pas mettre des claques, on ne sait pas mettre des coups de dents, des coups de pied, tout en restant super froid à l'intérieur. C'est toujours provoqué par l'agacement, par le dépassement des limites. Et ça, c'est super dommage. Jean-François, je vais complètement changer de sujet. On va parler des Schtroumpfs. Non.
Non, quand même pas. Mais nous, on est cavalières de saut d'obstacle. On a interviewé dans ce podcast plus de 100 personnalités, avec notamment les plus grands cavaliers du monde, quelles que soient les disciplines, alors surtout saut d'obstacle, dressage et concours complet. Je sais que votre activité vous permet de vous représenter en marge notamment de très grandes compétitions sportives. Est-ce que vous avez observé, échanger avec ces cavaliers-là qui font le sport à leur meilleur niveau, avec des chevaux qui, forcément, à un moment donné, coopèrent avec eux et collaborent. Est-ce que vous avez pu avoir l'occasion de parler avec eux, d'échanger entre potentiellement des dénominateurs communs entre votre activité à vous, de liberté, de spectacle, de dressage du cheval à votre manière, et la leur, qui est le sport à leur apogée finalement? Est-ce que vous voyez, vous, des dénominateurs communs, des points communs entre vos deux activités? Alors déjà, on est quand même avec le même animal. J'ai toujours eu des bons rapports avec les Whittaker, les Michel Robert, je vous parle dans l'ancienne génération un petit peu plus qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, mais si je suis quand même en contact assez lié avec, assez lié, dans le futur normalement, avec Steve Gerda, parce que je connais bien son beau-père en fait, qui habite dans ma région, et c'est un gars, Gérard Maragou. Alors il y en a pas mal qui le connaissent, moi je le connaissais pas du tout, et c'est un gars qui est un peu plus âgé que moi, mais il me fascine par sa soif d'apprendre lui aussi en fait, et ça j'aime, parce que bon, en même temps, un jumper qui va réussir tous les week-ends, il va pas trop se poser de questions, parce qu'il va se dire que de toute façon il a l'air d'être sur le bon chemin puisque ça marche, et c'est vrai que après cette Patagonie, j'ai eu des questions, j'ai eu quand même beaucoup de questions à pas mal de réponses que j'avais. J'arrivais pas trop à comprendre comment, parce que j'en ai vu, et là du coup je tairai les noms, mais j'en ai vu qui avaient aucune bonne relation avec leurs chevaux en règle générale. Ils arrivent, ils laissent le cheval au groom. À la limite, le groom a une belle relation avec le cheval. En tout cas, ça marche, mais le cavalier, très peu, quoi. Et ça m'a étonné. Et je me rappelle que c'est le premier truc qui m'a presque choqué, parce que je me rendais compte, moi, que mon spectacle, il pouvait marcher que si j'étais un minimum en bonne relation avec ma jument. Alors, encore une fois, là, je me suis rendu compte aussi, avec le recul, que c'était pas vraiment le cas non plus. Mais, je dirais, exploiter un cheval et tirer le meilleur de lui-même, je pense pas qu'il y ait une obligation à passer par une bonne relation. Comme je dis tout à l'heure, j'ai vu des chevaux de Grand Prix gagner sur une longue période et vraiment limite attaquer leur cavalier quand ils passaient dans les couloirs, quoi. Donc la réponse à ma question, je l'ai eue donc en Patagonie, et je me suis rendu compte que finalement on avait deux chemins qui étaient très distincts et qui étaient peut-être complémentaires, mais pas forcément. C'était le relationnel et le dressage. Et on peut avoir un cheval très très bien dressé pour gagner les plus grandes compétitions du monde, et à côté de ça, d'avoir une mauvaise relation, pour ne pas dire très mauvaise, parce que j'ai quand même vu des chevaux où il fallait quand même un cavalier de chaque côté pour que le propriétaire, enfin le cavalier, puisse monter dessus. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, et tout en allant gagner la compétition. Et là, tu dis, ah waouh, d'accord. Donc, en fait, le relationnel, il n'est pas obligatoire, en effet. Mais par contre, j'avoue que, justement, en travaillant un peu avec Gérard Maragou, qui lui est vraiment typiquement dans le monde de l'obstacle, puisqu'il prépare les chevaux de Steve Gerda et tout ça, et il est arrivé en disant, tiens, t'as pas un petit truc comme ça? Parce qu'il dit, moi, quand j'arrive, que je reprends un cheval d'un élève, il me faut un bon quart d'heure avant de réussir à établir la connexion et tout ça. Et il me dit, toi, je te vois là dans les stages, en 2 minutes, tu fais une connexion avec un cheval que tu connais pas. Et alors, c'est pas forcément des chevaux de sport, mais ça reste un cheval, quoi. Et donc, je lui ai appris justement à comment dire bonjour à un cheval, comment se présenter en tant que fort et rempli d'amour. Et ça, j'insiste vraiment, parce que nous, dès qu'on commence, d'ailleurs, l'image de la fermeté, elle ne représente pas le petit cœur au-dessus de la tête. Quand on voit la personne qui tient ses bras tendus avec les poings fermés, tu te dis, oula, on a intérêt à l'écouter, celui-là, sinon ça va barder. Et justement, je trouve que l'amalgame à ne pas faire pour le coup, c'est l'amalgame à faire pour le coup, c'est d'être capable d'être super fort
aux yeux du cheval est super sympa. Parce que dans leur monde, ça existe. Hein, le dominant, c'est pas l'être qu'on n'a pas le droit de toucher ni d'interagir avec lui. On peut faire du grooming avec le dominant, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça reste le dominant. Voilà. Et il y a des choses comme ça. Et encore une fois, on se rend compte que déjà, plongeons-nous, je dirais, comme Obélix quand il est tombé dans la marmite, là, dans la marmite de l'amour. Et puis arrivons avec ça. Et puis si ça marche, il ne faut pas qu'on soit plus heureux ou moins heureux que quand ça marche pas, quoi, en fait. Il faut vraiment avoir cette notion de plaisir. Et alors bon, vous êtes peut-être un peu jeune pour connaître cet exemple que je donne souvent dans les stages, c'est Garcimore. Aujourd'hui, il est mort, et puis c'était quand même un magicien. Vous taperez sur les réseaux sociaux, Garcimore, et là où il était extraordinaire, il a fait sa carrière, et que là-dessus, sur son plaisir d'être sur les plateaux, tout ça. C'était un magicien qui foirait tous ses numéros de magie. Mais sauf qu'il faisait « Ah, et là, ça marche pas, et puis c'est pas grave ». Et il continuait, il faisait n'importe quoi. Il y a des fois, ça marchait. Et là où il était, il s'est fait connaître par le grand public, c'est justement cette bonne humeur qui ne lâchait jamais. Et il y a un des plus grands fous rires de la télé, d'ailleurs, avec Denis Fabre à l'époque. Et voilà, mais il était gentiment fou. Mais bon, ça marche plus comme exemple aujourd'hui. Comment vous expliquez? Alors, on a déjà posé cette question à pas mal de monde. On a rencontré Benjamin Ayot, on a rencontré Andy Booth, d'ailleurs Andy qui nous avait fait vraiment pleurer de rire pendant une démonstration sur une de ces questions. Comment vous expliquez que dans le monde du sport, alors certainement dans le monde du spectacle aussi, mais on n'y a pas accès, on est encore, alors qu'il y a des personnes comme vous, des personnes comme Andy, des personnes comme Benjamin, capables de faire des choses absolument phénoménales à des chevaux en liberté, à distance, sans contrainte, et que nous, dans le monde du sport, on est encore tous les week-ends des chevaux qui ne montent pas dans le vent, des chevaux qui ne rentrent pas en piste, il faut descendre, et ça on en voit dans tous les grands prix quasiment, le cavalier descend, il rentre à pied, sur la piste, on l'a vu au jeu à Paris, et il remonte une fois qu'il a mis les premiers pieds sur la piste. Il y a des chevaux qui ne montent pas du tout dans les transports, il y a des chevaux qui... Enfin, comment on l'explique ça? Alors, c'est toujours... moi, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu isolé dans mon histoire, là, mais ça ne m'étonne pas tellement parce que c'est vraiment un truc qui m'a sauté aux yeux en Argentine. C'est qu'il y a vraiment ce côté relationnel et dressage. Parce que tu parles de dressage. Moi, pour être honnête, et peut-être encore aujourd'hui, je le fais trop, on a tendance à dresser les chevaux. Et les techniques telles que emploie Pat Parelli ou les gens comme ça, c'est typiquement confort-inconfort. C'est du dressage. Alors après... dans le dressage, là où je pense qu'il y a un vrai souci avec les jumpers, c'est que peut-être qu'ils ne prennent pas le temps de dresser le cheval. Il y a un autre phénomène aussi. C'est qu'en fait, on va prendre le phénomène du cheval qui veut pas rentrer en piste. On ne citera personne. Ouais, mais c'est la même chose pour certaines personnes qui n'arrivent pas à partir en balade. Oui, exact. J'allais citer l'exemple aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si ton cheval ne veut pas partir en balade, c'est parce qu'il pense qu'il est seul. Donc, c'est la preuve que tu n'es rien. Une première question à se poser. Hein. Donc, tu es rien du tout. Alors, il ne faut pas que ça t'énerve, hein, parce que sinon, tu vas être à moins que rien. Mais, et en plus, brutal. Mais pour être quelqu'un aux yeux du cheval, déjà, ça fait vraiment partie du relationnel. C'est ce qu'on va travailler demain, par exemple, dans le stage, où tant que ton cheval ne te regarde pas comme quelqu'un d'important avec qui il a soif d'être, on ne commence pas le dressage. Et ça, je trouve, et je me régale dans les stages aujourd'hui, j'ai mis longtemps, hein. Après l'Argentine, j'ai mis 3 ans avant d'oser commencer à partir dans ce trip-là parce qu'il est un peu spécial et il est un peu frustrant parce que vous savez, ces êtres humains qui veulent tout de suite, c'est le problème avec justement ce cheval qui ne veut pas rentrer en piste, c'est que au moment où le cheval commence à avancer, donc on imagine qu'il soit déjà braqué, il n'y a aucune personne, je crois, au monde, qui va se satisfaire des 10 cm que le cheval va donner dans la direction de la piste. C'est-à-dire que ton cheval ne veut pas aller... toi, tu veux l'amener d'un point A à un point B, peu importe que ce soit en balade ou pour le jumping, ou même en spectacle. Hein. J'en ai vu des chevaux rentrer à coups de badine aussi. Hein. C'est pas que le sport. Ouais. Non, c'est pas que le sport. Et je dirais même que ça va plus loin. Même des chevaux
et j'en ai vu plein, et je vois beaucoup plus de chevaux qui sont très bien dressés en liberté et qui n'ont pas forcément une bonne relation avec leur maître. Ça faut quand même... l'image de la liberté, des fois, elle donne un peu de fausseté, je dirais. Mais bon, après, attention, moi, c'est pareil. Je ne suis pas là pour envoyer, mais vous me posez des questions, donc j'essaye d'être... Non, mais on est là pour ça. Ouais, c'est ça. J'essaye d'être honnête. Et en même temps, à chaque fois, je me parle, parce que moi, je n'ai pas fait mieux que les autres, et je fais peut-être encore pire que certains. Donc, voilà, je reste bien à ma petite place. Mais en même temps, je me dis que ça vient encore une fois d'une logique, pourtant, qui est implacable. Déjà, on parle chinois à nos chevaux. Parce que tu n'as jamais entendu un cheval claquer de la langue, tu n'as jamais vu un cheval caresser un autre cheval, tu n'as jamais vu un cheval lui dire que c'était bien quand c'était bien, d'accord ? Ou s'il le dit, c'est dans le silence. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que le film s'appelle 40 jours. C'est le temps que j'ai passé là-bas. Les 4 criolos, c'était les compères que j'ai eus sur place. Et du silence. Parce qu'en fait, alors pour une bavarde comme moi, c'est peut-être un peu étonnant, mais quand je suis avec mes chevaux, je change d'attitude. Je ne suis plus dans le même monde. Je change mes codes, je change mes façons de faire. Je ne parle jamais avec les mains avec mes chevaux. Là, vous imaginez, avec les êtres humains, je parle avec ma voix et je rajoute des gestes. Chez le cheval, l'idéal, c'est de faire le minimum. Voilà, commence pas à lui raconter ta vie, commence pas à dire 2 fois que tu n'es pas content si une fois n'a pas suffi, c'est parce que tu ne l'as pas dit comme il faut. Donc la prochaine fois, tu t'appliques à mieux le dire. Mais bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. Cette remise en question, elle est obligatoire, je dirais. Il faut quand même qu'on se dise toujours qu'on est dans un monde subtil. Donc ce cheval, quand il fait 10 cm en avant, il n'a pas envie d'y aller. Quand il te donne 10 cm, sois content. Alors que quand le cheval donne 10 cm pour aller dans cette carrière, tout ce que je vois, c'est à chaque fois le même réflexe, c'est on n'a pas le temps, on est pressé, allez. Et on continue à le solliciter, à aller à l'avant, alors qu'il était déjà en train de nous donner quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de travailler en tant que secrétaire, on va dire, vous avez une pile de dossiers, et toutes les 5 minutes, il y a ton patron qui fait « Et alors, t'en es où ?» J'avance, je bosse, et puis toutes les 5 minutes, il revient. Alors ça avance. Oui, j'essaye de... Mais bon, c'est vrai que plus vous allez m'interrompre, moins ça va avancer. À un moment, il faut rester comme ça. C'est que les chevaux, ils ont tous, et je tiens à dire ça, parce que souvent j'entends des gens qui disent « Oui, mais mon cheval, il est comme ci, il est comme ça. » C'est marrant parce qu'il ne se dit jamais c'est normal que mon cheval ne me comprenne pas puisque je lui parle en chinois. Moi, si je vous faisais tout le débat en chinois, là, alors je serais bien embêté, je ne le connais pas le chinois, mais si j'étais capable, qu'est-ce que vous en feriez de toutes ces paroles que vous ne comprenez pas? Et le cheval, c'est pareil. Quoi? ChatGPT. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, c'est là où le cheval, il est extraordinaire, c'est que il est tellement généreux, tellement dévoué, qu'il est capable d'essayer de comprendre ton chinois. Et puis, à un moment, ton chinois, s'il se ressemble toujours à peu près, au bout d'un moment, il va pouvoir s'y adapter, je dirais. Mais c'est jamais aussi sympa et aussi intéressant pour lui que si tu lui parles dans sa langue maternelle. Et c'est ça le problème. Et il n'y a pas un cheval qui demande à l'autre encore, par exemple, un cheval qui baisse les oreilles et qui a le dominé et qui s'écarte, mais ça lui suffit. Il ne va pas lui mettre un coup de dent. D'accord? Et nous, en fait, on en fait toujours trop, on en fait toujours maladroitement. Et voilà. Alors après, ça marche pour le dressage. Parce que tu peux apprendre à ton cheval à dire à gauche, à droite, tout ça. Et je dis pourquoi pas, parce que moi, le premier, j'en fais du dressage. Si je cours demain soir pour le spectacle pendant une demi-heure, la bouche en cœur, en disant « Regardez comme on s'aime », les gens vont trouver que ça manque un peu de chorégraphie et ça suffira pas. Mais ce que je sais, c'est que je commence toujours maintenant, depuis la Patagonie, c'est une évidence pour moi de commencer par mettre en place la relation. Et quand la relation est bonne, après, je peux commencer à m'amuser, à lui demander des exercices et en étant toujours bien appliqué, de ne pas trop lui en demander. Parce que sinon, de vouloir faire du dressage, je vais casser la relation. J'en aurais demandé trop vite ou maladroitement. Enfin voilà, donc des fois, dans tous les stages à chaque fois, je leur montre comment tourner un cheval en longe. Alors, je le fais en général dans la première partie demain soir en spectacle, parce que je prends un cheval en début de spectacle que je connais pas, et je lui apprends un truc. Et je dis aux gens, vous avez vu, alors le cheval, des fois, il fait que 2 cm, et je dis, vous avez vu, c'est impressionnant. Et les gens s'attendaient à voir un cheval tourner autour de moi en liberté, et je le récompense quand il fait 2 cm, et là, les gens comprennent pas.
Et c'est bien la preuve qu'il est là le vrai problème. Et la personne qui veut réparer son cheval à vouloir aller dans la piste, eh ben, va falloir qu'elle accepte de revenir en arrière et puis de récompenser dès qu'il y a un petit effort. Imaginez-vous, vous n'avez pas envie de faire un truc et puis au moment où vous commencez, ou par exemple je vous demande de ramasser les crottins dans un paddock, puisqu'on est gens de chevaux, on peut se parler comme ça, et quand vous avez fini le premier paddock où il y avait déjà beaucoup de crottins et puis vous avez l'impression que vous avez bien fait votre mission, je vous dis, bon, ben, il y a l'autre paddock au-dessus. Et puis en fait, vous n'en voyez jamais la fin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ton cheval ne peut jamais savoir quand tu commences, quand est-ce que tu vas t'arrêter. Toi, tu le sais, mais lui, il n'en sait rien. Il peut se dire que ça peut durer 2 jours aussi. Donc cette insatisfaction à pas récompenser le petit effort va faire que ton cheval, eh ben, il peut finir par se braquer. Et pourtant, il y en a de la tolérance chez cet animal. Avant de les braquer, il faut aller loin. On arrive bientôt à la fin de cette interview, mais je vais quand même faire un rapide retour en arrière. Vous avez commencé avec les moutons, le mouton en tout cas. Vous avez ensuite poursuivi avec le cheval. Vous nous avez parlé beaucoup des animaux dans leur ensemble ce soir, mais est-ce que vous pensez finalement que le cheval a ce petit truc en plus aussi qui fait que ça facilite cette collaboration, cet échange ? Je ne suis pas sûr que ça facilite. Ça le rende possible. Ouais, mais je dirais que c'est bien plus facile et évident avec notamment tous les prédateurs, notamment le chien. Qu'est-ce qu'il y a de plus facile à dresser qu'un chien ? Moi, j'en ai eu un chien dans ma carrière qui faisait un duo avec Gazelle à l'époque. Le chien, pour lui apprendre le pas espagnol, j'ai mis 2 jours, quoi. Et le chien, je travaillais 2 minutes par semaine, et pourtant il rentrait, il attendait en coulisses et il rentrait, il me sautait entre les jambes quand j'étais en poirier. Enfin bon, il faisait des trucs que j'ai jamais réussi à obtenir de Gazelle, par exemple. Donc que le cheval soit un animal qui facilite la communication et le rapport, je pense pas. Au contraire, je pense que justement il a cette alors ce qui facilite, c'est sa dévotion et sa générosité. Mais vraiment, je pense qu'il y a pas beaucoup d'êtres aussi opposés que l'être humain et le cheval. Donc plus on est opposé, plus on utilise les codes différents, moins c'est facile au final. Et je pense que voilà, c'est au contraire. Je pense que c'est un animal qui est un peu à l'extrême de nos codes, mais par contre, je me rends compte que c'est justement un animal qui est toujours dans l'envie de bien faire. Et justement, quand on dit qu'il y en a qui se braquent, je sais que pour braquer un cheval, il a fallu utiliser des procédés vraiment brutaux parce que bon, on sait qu'avec un cheval, c'est vite fait d'être brutal, mais normalement, il n'y a jamais de quoi braquer un cheval. Et là où c'est extraordinaire, justement, cet animal, c'est que même braqué, il peut accepter un jour de le faire quand même. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment d'être en échec avec un cheval ? Je crois que j'ai ce sentiment, alors encore une fois, un peu moins depuis la Patagonie, où il faut savoir quand même que pendant 40 ans, j'ai cherché à être en harmonie avec ces chevaux. Et je disais aux stagiaires, je pense que je ne serai toujours qu'un être humain, et je le mettais bien sous la forme péjorative, je pense que je ne serai toujours qu'un être humain au milieu des chevaux. Et c'est ce que je disais avant l'Argentine. Et depuis l'Argentine, je leur dis, j'ai enfin découvert l'harmonie. Après 40 ans de recherche. Alors c'est ça aussi qu'il faut faire, je pense, dans la vie, pas qu'avec les chevaux. Mais te dire que tu es nul, c'est des fois, si tu veux être honnête avec toi, tu peux te le dire. Moi, je me le suis dit en Patagonie. Mais par contre, ne pas lâcher l'affaire. Ça, c'est important. Et toujours garder espoir. Et avec cette histoire d'harmonie, enfin, j'ai découvert le chemin de l'harmonie après 40 ans de recherche. J'y croyais encore puisque j'ai continué à chercher. Mais ce qui est rigolo, c'est que je ne sais pas si demain, par exemple, avec les chevaux des stagiaires ou même les miens, si j'arriverai à obtenir cette harmonie. Parce qu'en fait, c'est un chemin qui est tellement fragile. Il suffit qu'il manque un élément pour que ça casse. Et c'est pour ça que je peux pas aller dans votre sens quand vous dites est-ce que c'est plus facile avec cet animal, parce que je connais cet animal et je dirais est-ce qu'il y a un autre animal plus délicat justement à être en harmonie que le cheval ? Peut-être pas.
Ça nous donne en tout cas envie d'aller regarder ce documentaire et puis peut-être aussi d'aller voir aussi votre film Gazelle qui raconte aussi votre histoire. C'est la base. Je pense qu'on peut vraiment savourer le 40 jours, 4 Criollo et du silence que quand on a vu mon parcours de vie avant. Alors voilà ce qui reste à faire à nos auditeurs. Vous êtes en tournée actuellement, vous la débutez demain, si je ne me trompe pas. On est le 27 septembre, cet épisode sera disponible dès demain pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pourriez dire ce soir à toutes les personnes qui vont nous écouter pour leur donner envie finalement de venir vous voir pendant ces 15 premiers jours de tournée ? De plus que tout ce qu'on a dit déjà pendant une heure. Faire sa propre finalement. promo, c'est toujours délicat, mais non, mais en toute honnêteté, j'avoue que je surprends souvent avec mes paroles parce que quand j'annonce aux personnes que de caresser et de donner des carottes à son cheval, c'est pas une bonne idée, déjà ça surprend. Quand je leur dis qu'on a tous le même réflexe, c'est de se précipiter à dresser et que pour moi c'est trop tôt et que c'est pas le moment et il faut attendre d'avoir la belle relation. Voilà, je surprends beaucoup. Il y a des fois même, de toute façon, on ne fait jamais l'unanimité, mais des fois, j'avoue et je dirais que c'est surtout sur les personnes qui pensent déjà avoir une belle communication avec leurs chevaux. Alors, j'essaye d'aller doucement parce que je ne suis pas là pour faire mal aux gens. Au contraire, je leur dis, écoutez, moi, je vais peut-être des fois vous déranger, mais je n'ai pas envie d'aller dans votre sens si je sens que on se trompe de chemin. Et moi, je me suis vraiment dit que je m'étais trompé de chemin pendant des années et des années. Et c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui ont envie de trouver peut-être une autre relation et un autre chemin avec les chevaux, soyez les bienvenus. Pour ce soir, il nous reste à venir découvrir votre premier entraînement ici. On vous a vu arriver en camion tout à l'heure. Spoiler alerte, ce n'est pas un mythe. Il n'y avait que des chevaux en liberté qui sont arrivés au milieu du parking dans un endroit qu'ils ne connaissaient pas, qui vous ont suivi jusqu'au pré. Nous, on s'est dit, ah oui, quand même, 12 chevaux en liberté, comme ça, au milieu d'un parking. C'était Alors, t'as pas bien compté, il n'y en avait pas 12 en liberté. Il y en avait combien ? C'est moi qui ai compté. Ah ouais. Alors, il y avait 13 chevaux déjà, et ils n'étaient pas tous en liberté. Il y en avait un. Les noirs étaient en licol. Les noirs étaient en licol, exactement. Alors, depuis pas très très longtemps, j'arrive à déplacer tout le troupeau en liberté. Mais je me le permets jamais quand je connais pas la région, que je sais pas s'il y a des barbelés pour aller au paddock et tout ça, parce que voilà. Mais il y en avait quand même. Donc combien en licol, combien en liberté ? Il y avait quasi toutes les blanches en liberté, donc 7, et puis plus de noirs sur 6. Petit à petit, on se met en place. Mais j'aime aussi faire attention quand même. Puis j'aime bien arriver là en toute simplicité et de ne pas me dire que je suis là pour impressionner qui que ce soit. Et voilà, je reste concentré sur mes chevaux et sur ce que je ressens. En toute simplicité, 9 chevaux en liberté, les autres avec un licol. On va venir faire quelques vidéos, quand même quelques photos. Et puis souhaiter à tous nos auditeurs d'aller aussi regarder ces images sur notre compte Instagram et de vous suivre ensuite et de peut-être se renseigner sur votre planning de tournée qu'on diffusera nous aussi de notre côté sur Instagram. Ok, alors pour la petite info, l'entraînement va se faire au pré parce qu'on est à presque 1 kilomètre là. Donc je m'en fous un peu qu'ils connaissent la piste demain ou pas. On va se la jouer en freestyle et puis là pour leur confort et pour tout ce qui nous reste à faire ce soir, on va faire une petite répète dans le paddock. Merci beaucoup Jean-François. Bonne soirée. Merci à vous.